Bonjour Françoise, Bonjour Alicia. est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer quelle est la différence entre la dépression postpartum, le baby blues et le burn-out parental, s'il te plaît? Je commencerai par le baby blues. Le baby blues, c'est quelque chose que beaucoup de mères ressentent dès la maternité, très précocement, souvent dans les tout premiers jours, parfois même les premières heures. Et c'est concomitant avec des remaniements hormonaux, la montée de lait et le fait qu'on est épuisé émotionnellement et physiquement par un accouchement ou une césarienne. Donc le baby blues, à ce moment-là, il intervient souvent dès la maternité ou au retour, parce qu'on rentre de plus en plus tôt de la maternité, et il ne va durer que quelques jours. Et ça, c'est un signe très important. C'est-à-dire qu'au-delà du 10e jour du bébé, on sait que ce n'est pas un baby blues. Le baby blues, vraiment, c'est très bref, souvent très intense. Je pourrais dire un peu plus tout à l'heure comment ça se caractérise. Et c'est forcément post-accouchement, le baby blues, ça ne peut pas arriver un peu plus tard, après la naissance? Non, le baby blues, sa caractéristique, c'est post-accouchement. Alors, ça peut aussi être post-accouchement, y compris s'il n'y a pas de bébé. Après une IVG, après une interruption médicale de grossesse, il n'y a pas de bébé, mais pour autant, il y a des remaniements hormonaux et de l'angoisse, enfin, vraiment beaucoup de choses qui peuvent être mêlées. Mais c'est vraiment une espèce de voyage émotionnel très intense qui est assez caractéristique parce qu'il y a ce qu'on appelle une labilité de l'humeur, c'est-à-dire que l'humeur, elle change d'une heure à l'autre. C'est vraiment D'accord. ça qui est caractéristique, mais c'est très bref et ça ne se traite pas en soi. Enfin, le seul traitement, c'est de pouvoir éventuellement en parler et surtout de ne pas avoir trop de visites, trop de contraintes à ce moment-là, d'être entendu, coucouner, mais enfin, on devrait coucouner toutes les mères qui viennent d'accoucher, enfin, au moins pendant la première année de leur bébé. Exactement. Voilà. À la différence, la dépression postpartum, ça survient plus tardivement. En général, dans les jours ou les semaines qui suivent la naissance, souvent le pic, c'est entre 6 semaines et 3 mois à peu près. Mais on a des dépressions postpartum qui se déclenchent plus tardivement. Par exemple, moi j'ai observé souvent chez certaines de mes patientes un déclenchement après le sevrage, comme si le sevrage marquait l'entrée dans une nouvelle vie, dans une nouvelle ère et une véritable séparation avec le bébé que n'avait pas forcément réalisé l'accouchement. Et donc la dépression postpartum, c'est vraiment une pathologie très précise, c'est vraiment des signes précis, mais avec une caractéristique que je rappelle toujours, c'est que ça s'installe très doucement, très progressivement, très discrètement. Donc la plupart du temps, on n'a pas le sentiment de vivre une dépression alors qu'elle est déjà bien là et bien installée. Voilà. Mais est-ce qu'il y a quand même des signes qu'on peut repérer? Un des signes, c'est l'épuisement physique et psychique, mais qu'on va retrouver également dans le burn-out parental sous d'autres formes. Souvent beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse qui vont surgir autour du bébé, de est-ce que j'ai bien fait de faire ce bébé, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je m'y prends bien, etc. Quel est son avenir? Et en même temps, ce sont des questions qu'on a tout intérêt à se poser. Quel est l'avenir de ce bébé dans ce monde? Et puis donc de l'angoisse, de la tristesse, de ce qu'on appelle de l'asthénie, c'est-à-dire une fatigue très profonde qui fait que tout ce qui est centré sur le bébé devient compliqué à vivre, que le bébé devient lourd, on a l'impression qu'il est lourd alors qu'au final il fait 4 kilos et que c'est beaucoup moins lourd que plein de choses qu'on porte dans la journée. Et puis une sensation de mal-être profond avec lequel les mères ne savent pas faire grand-chose parce que ça leur renvoie souvent que si elles ressentent ça, c'est parce qu'elles seraient des mauvaises mères, parce qu'elles seraient pas à la hauteur justement, ou parce qu'elles n'aimeraient pas assez leur enfant. Du coup, il y a un fort sentiment de culpabilité qui est associé? Voilà, il y a un grand sentiment de culpabilité et beaucoup d'autodépréciation. Même les mères qui en font 1000 fois trop, elles ont toujours l'impression d'en faire pas assez, ou que ce qu'elles font ne touche pas le but, ou qu'il faudrait faire encore plus ou encore mieux, etc. Et ce qui est caractéristique, c'est que la plupart du temps, les mères se sont oubliées aussi dans cette histoire. C'est-à-dire, elles s'occupent de leur bébé, mais elles ne trouvent plus une seconde pour penser à elles, pour s'occuper d'elles, pour se poser, pour appeler une copine, ce qui leur ferait le plus grand bien. C'est pour ça que dans ces périodes-là, c'est aux copines d'appeler et pas aux mères d'avoir à soulever le téléphone pour appeler les copines. Il faudrait presque faire une chaîne de copines qui appellent tous les jours Mmh. pour savoir comment on va.
Et du coup, cette dépression postpartum, si je comprends bien, elle est beaucoup moins liée à la chute hormonale que ne l'est le baby blues. Alors, il y a plein de théories là-dessus. On sait qu'il y a probablement des dimensions biologiques, mais c'est pas suffisant pour tout Mm. expliquer, pour expliquer notamment la précision des pensées que les mères peuvent ressentir à ce moment-là. Par exemple, il y a quelque chose qui est extrêmement fréquent dans la dépression postpartum, mais y compris chez les femmes qui font pas de dépression postpartum, mais dans le postpartum, ce sont les phobies d'impulsion. C'est-à-dire les grandes angoisses qu'on peut avoir de faire du mal à son bébé parce que une force nous pousserait à lui faire du mal, etc. Ou alors des pensées intrusives autour de cette question-là de faire du mal au bébé, ou même des flashs, même des images, par exemple, de voir son bébé éclater sur le trottoir en dessous de la fenêtre parce qu'on l'aurait balancé par la fenêtre. Donc c'est des choses très effrayantes, extrêmement terrifiantes même pour les mères. Et ça, ça fait partie de ce syndrome dépressif, mais c'est pas les hormones uniquement qui construisent ce truc-là. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Il y a certainement des composantes biologiques, mais on a l'idée qu'il y a aussi beaucoup de composantes liées à l'histoire de la mère, l'histoire de la famille, liées au traumatisme qu'elle a pu rencontrer dans son histoire, ce qu'elle a pu travailler, mettre au jour auparavant. Et souvent, on sait que la naissance, c'est le moment où tout ce qu'on n'a pas traité dans son histoire, avec ses propres parents, ses frères et sœurs, ses amis, l'école, enfin toutes ces personnes qu'on a rencontrées, en général, ça revient comme un boomerang au moment du postpartum. Donc, c'est une des composantes. Et il y a plein de facteurs de risque qui ont à voir avec l'histoire du sujet ou avec le fait d'être isolé, le fait d'être seul face au bébé pendant des heures parce que le compagnon ou la compagne est reparti travailler, etc. Et on entend aussi maintenant parler du burn-out parental. C'est quoi la différence par rapport à la dépression postpartum? Alors, le burn-out parental, souvent d'ailleurs, on le voit apparaître un peu plus tardivement que la dépression postpartum, parce que c'est lié à une espèce d'épuisement psychique très caractéristique qui ressemble beaucoup au burn-out professionnel qu'on peut voir, c'est-à-dire de personnes qui se sont énormément investies dans leur entreprise pour le burn-out professionnel, investis au point d'y passer toute leur soirée, de retravailler chez eux, de ne jamais s'arrêter, toujours pour satisfaire quelqu'un qui souvent n'est pas satisfait, pour atteindre une espèce d'idéal de satisfaction du manager, du N+1 et du N+1, du N+1, etc. Ça a abouti à un moment donné à une espèce d'épuisement professionnel qui fait qu'on n'est plus opérant, qu'on n'arrive plus à se connecter à son travail, qu'on fait les choses avec une sorte de distanciation. Et dans le burn-out parental, on voit, alors c'est souvent quand même des parents qui ont déjà 1 ou 2 enfants, voire plus, et qui doivent gérer souvent assez seuls tous les besoins de tous les enfants à la fois. C'est-à-dire que, par exemple, des mères qui ont choisi de ne pas travailler le mercredi pour s'occuper de leurs enfants, en se disant « oh, ça va être chouette, etc. » et en fait, qui en viennent à appréhender cette journée-là, parce que c'est la journée où il va falloir à la fois accorder de l'attention au bébé, à l'aîné, à celui du milieu, emmener à la danse. Et alors, ce sont en général des mères qui se reprochent là aussi de ne pas en faire assez, alors qu'elles en font manifestement trop, parce qu'elles ne sont jamais satisfaites d'elles-mêmes. Une des caractéristiques du burn-out parental, c'est que, un peu comme dans le burn-out professionnel d'ailleurs, il y a une espèce de mise à distance à un moment donné, y compris les enfants. Enfin, on peut plus les voir en peinture. On essaie de les tenir un peu à distance, ce qui est, à mon sens, une tentative de guérison, une tentative de souffler en fait. Et souvent, c'est exprimé avec beaucoup de culpabilité, le fait que on a fait des enfants et que là, on n'en peut plus de s'en occuper. Alors, une des caractéristiques, mais aussi, on voit ça aussi dans la dépression postpartum, c'est que tous les besoins du bébé ou des enfants paraissent incontournables. Il faudrait résoudre et répondre à tous les besoins immédiatement des enfants, sans aucune faille, mais ça vient complètement empiéter sur les besoins de la mère ou du parent. C'est-à-dire que finalement, que la mère ait besoin d'aller voir le médecin parce qu'elle tousse depuis des semaines, parce que ses enfants à tour de rôle lui refilent les virus. En fait, elle va emmener ses enfants chez le pédiatre, mais elle va jamais voir quelqu'un pour elle, par exemple. Enfin, elle a pas fait sa rééducation périnatale parce que y a pas de temps dans son emploi du temps pour ça. C'est-à-dire que tous les besoins de la mère, y compris souffler, avoir des moments seuls avec elle-même, sont toujours passés en arrière-plan. D'accord.
Et on parle de burn-out parental, donc on a l'impression que dans cette dimension-là, on inclut les papas, alors qu'en fait, dans la dépression postpartum, on a l'impression, ou c'est peut-être juste mon impression, que ça s'adresse principalement aux mères. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, c'est majoritairement des femmes qui font une dépression postpartum. Ça fait à peu près une femme sur 5 ou 6, ce qui est déjà énorme, hein. Mais on a l'idée aussi qu'il y a peut-être un homme sur 10 qui fait une dépression postpartum. Alors que le burn-out parental, il touche de manière équivalente les hommes et les femmes? Ou c'est quand même plus les femmes qui sont... Il faudrait voir de près les quelques statistiques, mais les féministes nous enseignent à quel point la répartition des tâches qui consistent à s'occuper des enfants, elles sont quand même encore majoritairement tenues par les femmes. Même s'il y a des avancées, c'est encore beaucoup les femmes. Alors, non seulement qui gèrent ça, c'est-à-dire les accompagnements, etc., même si certains hommes vont par exemple aller récupérer la grande à la danse ou des choses comme ça, mais aussi la fameuse charge mentale qui fait partie des choses dont les mères se plaignent énormément, à savoir que c'est malgré tout elles qui ont le souci le plus souvent de prendre les rendez-vous, d'organiser, de préparer le sac de piscine, de préparer les goûters, etc. Même si certains hommes s'en chargent, et notamment les hommes quand ils sont en garde alternée finissent par prendre le pli, mais même en garde alternée avec un couple séparé, c'est quand même bien souvent du côté de la mère que retombent les histoires de prendre rendez-vous chez le dentiste, de penser aux vaccins, de penser aux vitamines, de penser à racheter des trucs parce qu'il va manquer du lait, etc. La fameuse charge mentale. Exactement, qui est assez lourde. Qui est assez lourde et qui constitue aussi quelque chose qui vraiment va du côté de l'épuisement. C'est-à-dire que ce que nous disent les mères, c'est que dès lors qu'elles se posent, parce qu'elles ont fini, entre guillemets, c'est jamais fini, mais elles ont l'impression d'avoir fini un peu les tâches du jour, bah là, ça leur tombe dessus comme s'il y avait un agenda qui s'ouvrait devant leurs yeux et qu'il fallait qu'elles notent vraiment chaque chose, penser à réserver le centre aéré, sinon on n'aura pas de place. Le cerveau ne s'arrête vraiment jamais, en fait. Voilà. Et donc, c'est constitutif de cet épuisement qu'on voit aussi bien dans la dépression postpartum que dans le burn-out parental. Mais moi, les personnes que j'ai vues en burn-out parental, c'est plus souvent, plus tardivement et plus souvent quand il y a plusieurs enfants. Après, voilà, je ne demande qu'à ce qu'on m'explique que c'est pas le cas. Et à qui est-ce qu'on peut s'adresser pour avoir du soutien? D'abord, il faudrait pouvoir s'adresser aux plus proches, à sa famille, mais c'est pas toujours vrai. Parce qu'on a parfois des familles qui peuvent pas soutenir ou qui ne se mobilisent pas ou à qui on demande des choses mais qui ont elles-mêmes leurs prérogatives, notamment l'allongement du temps de travail avec la retraite poussée à 64 ans. Ça va aussi faire que des grands-parents qui auraient pu être disponibles pour garder des enfants le seront plus tardivement, etc. Et puis, on n'a pas toujours sa famille auprès de soi. Moi, je travaille à Lyon et à Lyon, par exemple, il y a beaucoup de jeunes couples avec des enfants dont les familles sont à droite, à gauche, à l'autre bout de la France ou dans d'autres pays. Mais déjà, voilà, au plus proche. Ensuite, il y a quelque chose qu'on oublie très souvent dans les choses très concrètes, c'est des dispositifs de TISF, techniciens d'intervention socio-familiale. Ce sont des personnes, assez souvent des femmes, qui peuvent venir en soutien très matériel, très concret, faire le travail qu'une mère ne peut pas faire quand elle est trop épuisée, par exemple, parce qu'elle est en dépression, parce que le burn-out parental, ça peut aussi vous coller au lit, avec l'impossibilité de vous lever tellement vous êtes épuisé, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont gérées par des associations comme la DIAF ou la DMR, selon qu'on habite en rural ou en ville, il faut chercher un petit peu. On peut aussi être informé de ça auprès de la PMI. La PMI, ça peut être aussi un bon soutien, c'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui va venir à domicile, vous soutenir, vous aider. Ça va être en général des puéricultrices de PMI, mais qui peuvent venir vous conseiller, vous aider à vous organiser, vous accompagner pour différentes choses, ou qui peuvent vous accueillir parfois à la PMI pour discuter, pour vous rassurer, pour vous donner des billes, pour peser le bébé dans les permanences pesées, etc. Et tout ça, c'est gratuit, ce qui est fait par la PMI. Il faut savoir, c'est au service des mères et des bébés. Voilà. Ensuite, si on sent vraiment qu'on est en train de déraper, c'est-à-dire qu'on n'en peut plus, que l'angoisse est trop présente, qu'on n'y arrive plus, qu'on commence à avoir des idées suicidaires même dans la tête, même si on peut pas se l'avouer forcément, il faut aller voir un psychologue. On en trouve plus facilement que des psychiatres, par exemple, mais il faut pouvoir se renseigner pour savoir quels sont les psychologues qui sont à même d'accompagner des mères et des bébés.
Il y a aussi une autre aide qui peut être intéressante, c'est d'aller sur le forum de Maman Blues, l'association Maman Blues. Là, on va rencontrer, virtuellement bien sûr, mais on va rencontrer d'autres mères, d'autres parents qui sont en difficulté maternelle et avec qui on va pouvoir échanger. Donc certains vont pouvoir d'ailleurs nous confirmer que bah oui, ça ressemble bien à une dépression ce que tu fais, parce que moi j'en ai fait une à la naissance de mon premier, etc. Bah, c'est vraiment des échanges entre femmes qui sont concernées par des difficultés maternelles de tous ordres. Et il y a des bénévoles de l'association Maman Blues qui modèrent un petit peu tout ça et qui peuvent aussi interpeller certaines mères pour leur proposer de l'aide, pour leur donner des adresses. Moi, j'ai fréquemment des jeunes mères qui sont adressées par l'association Maman Blues à mon cabinet. Et il y a des antennes aussi, non, dans certaines villes où du coup Voilà. c'est possible de rencontrer physiquement d'autres femmes. Dans certaines villes, il y a des bénévoles de Maman Blues qui organisent par exemple des groupes de parole, des groupes de soutien, tout un tas de choses comme ça, et qui aussi savent orienter, si nécessaire, vers des psychologues qui accueillent, je le dis encore, des mères et des bébés, parce que c'est tout à fait spécifique, le travail avec des mères et des bébés. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de psychologues ou de psy tout court, d'une manière générale, qui n'accueillent pas les bébés, qui ne comprennent pas qu'on peut travailler avec les bébés. Alors que bien souvent, la présence du bébé va être une aide pour la mère, pour exprimer ce qui ne va pas et puis pour voir un peu comment ça se passe entre la mère et le bébé. Super. Voilà, il y a sans doute plein d'autres choses possibles. Il y a des associations dans plein de villes maintenant qui font de la parentalité. Il y a des doulas qui font du travail en postpartum. Enfin, j'ai peur d'en oublier. Il y a plein de monde maintenant sur ces créneaux-là. Alors moi, je conseille toujours d'y réfléchir avant pour s'organiser un petit circuit. Et puis, il y a les lieux d'accueil parents-enfants qui existent dans plein de villes, qui sont parfois ouverts quelques heures par semaine, mais où on peut aller gratuitement ou pour une somme extrêmement modique, comme 1 € par exemple, passer une matinée avec d'autres mères, d'autres parents, d'autres enfants, des bébés, des jeunes enfants. Et ce sont des lieux encadrés par des professionnels de périnatalité qui sont très étayants et qui permettent de se sentir moins seul. C'est ça, tous ces lieux ressources en fait sont très aidants quand on en a besoin. Il y en a certainement plein d'autres, mais je pense que tu nous as déjà donné de super clés pour aller chercher du soutien. Merci beaucoup Françoise pour ces précieuses informations et je te dis à très bientôt. À bientôt, Alicia.